C'est pas toi qui as la main là-dessus. Ah oui. Bon, je propose qu'on commence. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Et puis, en ce début d'année, donc je tiens à vous adresser mes meilleurs voeux à la fois de bonheur, de réussite, de sérénité, bien évidemment. Aussi, l'élément sans lequel tout cela n'est pas possible, ou en tout cas plus compliqué, la santé. Donc, justement, en parlant de santé, merci de votre participation à ce webinaire consacré à un sujet essentiel, l'accompagnement du dirigeant en situation de difficulté. Donc, nous, experts comptables ou collaborateurs comptables, sommes souvent les premiers témoins de tensions, des doutes, du découragement qui peuvent toucher nos clients. Au-delà de notre rôle technique, nous devons parfois intervenir dans un registre plus humain, fait d'écoute, en utilisant des mots choisis et d'autres à éviter. Pour nous aider à mieux comprendre cette dimension psychologique du dirigeant en difficulté, j'ai la chance d'être accompagné par deux personnes, donc à la fois Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien, alors entre autres cofondateur de l'APESA, on parlera un peu plus de l'APESA tout à l'heure, et coordinateur aussi du plan santé mentale de la Ligue nationale de rugby, et auteur ou co-auteur de divers ouvrages, à la fois à la rencontre des adolescents et la souffrance de l'entrepreneur. Et puis j'ai à mes côtés Jean-Michel Courtois, donc ancien confrère, juge au tribunal de commerce d'Angers et président de l'antenne Maine-et-Loire de l'APESA. Donc ensemble, nous allons explorer comment et surtout le plus tôt possible adopter une posture juste, comment créer un climat de confiance et comment maintenir un dialogue constructif dans les moments les plus délicats. Alors, pour rendre ce webinaire un peu plus vivant et concret, je me permettrai de poser quelques questions afin d'alimenter l'échange. Et vous, de votre côté, participants, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat, dans la conversation. Nous consacrerons un temps de réponse à vos questions en fin d'intervention. Voilà, donc dans un premier temps, je crois que j'ai oublié le principal. Enfin, je ne sais pas si c'est le principal, c'est passer. Voilà. Le PowerPoint, je l'enlèverai tout à l'heure pour passer la parole. Hop. Donc voilà les différents intervenants. Je vous propose de passer directement la parole à Jean-Michel Courtois pour qu'il nous partage à la fois son expérience sur ce sujet, présenter un peu plus l'APESA et un dispositif qui fonctionne bien et qui est important dans le Maine-et-Loire, à savoir Vigiréseau. Jean-Michel, si tu veux. Excusez-moi, je ne suis pas greffier. Hein. J'ai dit greffier. Non, mais c'est sur la présentation, c'est marqué greffier. Ah, excusez-moi. Au tribunal de commerce de Saintes, mais c'est le cofondateur de l'APESA qui est greffier. Greffier, oui. Qui j'ai. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Jean-Michel, je te laisse. En quelques mots sur le terrain, APESA, c'est l'aide psychologique auprès des entrepreneurs en souffrance aiguë. Jean-Luc Douillard nous donnera des éléments beaucoup plus précis tout à l'heure. Il s'agit d'aider les personnes qui sont en risque, entre guillemets, suicidaire. Les associations APESA fonctionnent de manière locale. Elles sont à peu près présentes dans toute la France et sous le contrôle d'APESA France. Et ça représente plus d'une centaine d'associations globales. Le rôle d'une association locale est d'être présente sur le terrain auprès des chefs d'entreprise, du milieu de l'entreprise, pour mettre en place un réseau de sentinelles, donc des personnes qui sont formées par APESA et qui seront capables de, entre les guillemets, prendre la main
d'un chef d'entreprise qui est en difficulté, de l'écouter et de l'orienter vers le dispositif APESA qui fonctionne en quelques mots de la manière suivante. Une alerte est déclenchée par les sentinelles auprès d'APESA France par un dispositif très simple. On demande peu d'informations et des psychologues qualifiés qui sont placés à Nantes en 3/4 d'heure à peu près d'entretien téléphonique vont être capables de qualifier la situation de la personne et de l'orienter vers un réseau, vers le réseau local, vers un réseau de proximité, pardon, auprès de psychologues qui vont pouvoir assister la personne tout près de chez elle. Donc la notion de proximité est importante et un élément supplémentaire, il s'agit d'une gratuité de 5 consultations auprès de ce chef d'entreprise. C'est tout pour l'instant ce que je peux dire sur le dispositif APESA. J'ai envie de laisser la parole à Jean-Luc pour en parler après de Vigiréseau, puisque c'est un dispositif un peu plus large. Eh bien, merci Jean-Michel. J'en profite pour rappeler que dans les différents break time, que ce soit les derniers ou les prochains, nous avons des sujets, des dossiers thématiques sur l'ensemble de ces sujets de prévention des difficultés, où on précise les rôles de chaque institution et où on transmet les différentes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à consulter l'ensemble de ces dossiers thématiques. Il y a un vrai travail de fond et vous y trouverez l'ensemble des éléments importants. Vous aurez aussi l'ensemble de ces coordonnées hein, qui vous seront radressées, mais vous les trouverez d'ailleurs, comme je vous le disais, dans les différents break time. Avant d'aller plus loin, on a trouvé intéressant de pouvoir vous interroger, vous participants, pour savoir quelles étaient vos expériences ou vos attentes sur ce type de sujet. Donc, nous avons prévu de vous poser quelques questions rapides pour poser un peu plus le débat. Donc, je propose que l'on commence, Virginie, dans ce cas. Donc, ce sera très simple, hein, vous pourrez répondre voilà, en live très, très rapidement. La première question, elle est simple. Avez-vous déjà accompagné un dirigeant en situation de difficulté? Alors, oui, plusieurs fois, ponctuellement, jamais, ou la question je ne sais pas, la réponse je ne sais pas, je ne suis pas sûr, c'est que voilà, vous avez pu penser que la personne était en difficulté sans pouvoir creuser ou en avoir la totale certitude. Alors, le type de difficulté, c'est effectivement plutôt des difficultés psychologiques au-delà des difficultés financières que vous avez pu rencontrer. Difficultés, mal-être, tout cela. On va attendre encore peut-être 1 minute, mais je pense que bon, je propose qu'on arrête là malgré tout. Ce que l'on voit, c'est que 80% d'entre nous avons déjà rencontré ce type de difficulté. Et je vois quand même 13% sur je ne sais pas ou je suis pas sûr. Et c'est quand même une réponse qui peut interpeller. Peut-être qu'on pourra y revenir derrière. La deuxième question. Qui va arriver? Alors moi, je la vois pas. Ah bah apparemment vous voyez la question, donc peut-être que voilà. Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à vous faire entendre ou comprendre par ce dirigeant? Donc avec les mêmes réponses que tout à l'heure.
Alors, est-ce qu'on verra apparaître le résultat? Parce que moi, je ne vois rien. On voit apparaître. Alors, On a, alors, on est à 30% et puis partiellement 55%. Donc on est à 85. Bon, donc on est à 85% sur les deux premières réponses. Moi, je ne vois pas, c'est problème technique, mais bon, voilà, on va faire avec. On arrête, c'est arrêté pour cette question? Oui. Oui, alors moi, je vous propose, dans ces cas-là, de passer à celle d'après, où là, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Avez-vous déjà été confronté à un dirigeant, donc à la fois, enfin, qui se referme complètement, qui parfois surjoue le côté positif et donc est dans le déni, qui craque, s'effondre complètement devant vous et qui va même jusqu'à évoquer des idées noires. répondre. Alors, faute de technique, on fait autrement. Donc 23% sur le premier point qui se referme complètement. On a aussi quand même plus de 30%, un tiers qui sont dans le déni et qui surjouent leur positive attitude. Aussi quand même un tiers qui craque. Et même certains 10, à peu près 10-11% qui ont des idées, enfin qui affichent clairement des idées noires. Donc c'est quand même quelque chose de notable. Et je vous propose de passer à la dernière question pour savoir comment vous avez perçu les choses et ce qui s'est avéré le plus difficile dans ce type d'accompagnement. Alors donc, nous avons en réponse donc la difficulté à trouver les bons mots, à oser aborder un sujet humain, psychologique, hein, au-delà des chiffres, euh, faire accepter la réalité des choses et en particulier la réalité des chiffres, gérer les émotions du dirigeant, gérer vos propres émotions ou rester dans votre rôle de collaborateur comptable ou d'expert comptable. Alors, on est à peu près à un tiers sur choisir les bons mots, un petit tiers aussi sur oser aborder le sujet humain. Donc, on voit que on voit la difficulté. Donc, faire accepter la réalité des chiffres, moins, puisque ça c'est quelque part, ça relève de notre technique et de notre compétence première. Gérer les émotions du dirigeant, donc ça, c'est un élément compliqué. Aucune difficulté à gérer vos propres émotions. Bravo. Enfin, bravo, je ne sais pas d'ailleurs si je dois dire bravo. On pourra en rediscuter plus tard. Et puis, rester dans le rôle d'expert comptable. Donc, on voit quand même que presque 2 tiers hein, d'entre vous ont éprouvé à la fois soit des difficultés à trouver les mots, voire peut-être même à oser aller sur des sujets qui ne sont pas notre compétence première. Donc, je pense que toutes ces réponses me paraissent, moi en tout cas, éclairantes et permettent de bien poser le débat et les différentes interrogations que l'on peut tous avoir. Donc, je vais me retourner vers vous, Jean-Luc Douillard, pour
pour déjà peut-être avoir une petite analyse de ces chiffres ou de ces réponses, et puis pour ouvrir un peu l'échange, peut-être vous demander à ce que vous nous rappeliez quels sont les signaux psychologiques les plus fréquents chez un dirigeant qui commence à perdre pied, même s'il ne l'exprime pas encore, et parallèlement, quelles sont les erreurs que nous, experts comptables, on voit bien avec la difficulté parfois à trouver les bons mots, commettons, bien évidemment sans le vouloir, face à un dirigeant qui traverse une période de tension. Bien, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Je suis ravi de passer un petit peu de temps avec vous. Pour nous, pour APESA et pour moi, dans l'expérience que j'ai auprès de l'accompagnement des dirigeants en difficulté, l'expert comptable est je dirais, une pièce maîtresse du puzzle essentiel à l'attention qu'on porte à ces dirigeants. Donc APESA, très simplement, vous rappelez qu'on a créé un dispositif il y a 13 ans avec l'idée que des chefs d'entreprise qui traversaient des grandes difficultés, qui pour beaucoup avaient des idées noires et des idées suicidaires, parce que quand on a tout investi dans son entreprise et dans son projet et qu'on est en risque souvent de tout perdre, on a effectivement légitimement des idées noires et des idées suicidaires. Donc les experts comptables sont pour nous des acteurs majeurs de la prévention du risque suicidaire chez les dirigeants, et donc on essaye de plus en plus de former dans nos réseaux de sentinelles des experts comptables qui sont en capacité, puisque vous êtes en première ligne et à proximité des clients que vous avez et des dirigeants que nous avons, nous, ensuite à prendre en charge, de pouvoir identifier un peu plus tôt les difficultés et surtout de pouvoir mettre des mots. Et on voit bien avec les premières questions à ce webinaire que c'est vraiment un sujet essentiel, l'attention que vous portez pour vos clients et la difficulté, d'une part, d'être confronté à des difficultés et à des personnes qui s'effondrent complètement, et en même temps, des mécanismes de défense qui sont soit de notre côté, soit du côté des dirigeants, quand ils traversent des difficultés, à être dans le déni ou dans l'agressivité ou dans l'idée de rendre les autres responsables de tous les maux auxquels ils sont confrontés. Donc je dirais les premières choses importantes pour moi dans ces 4 questions, c'est essentiellement l'attention que vous leur portez et peut-être le sentiment parfois de ne pas être légitime à poser des questions personnelles ou être confronté à cette souffrance-là et comment s'en protéger. C'est souvent ce qui nous met en difficulté. Donc tout ce que je vais essayer de vous dire ce matin, ça va concerner évidemment votre activité professionnelle et le lien avec les dirigeants, mais aussi possiblement des choses de la vie quotidienne avec nos proches, parce que l'attention que l'on porte aux autres est toujours difficile à porter et l'intervention difficile à faire quand on s'inquiète pour quelqu'un que l'on connaît, et particulièrement pour des gens qui nous sont proches. Donc, je dirais les premiers signes qui sont des choses que vous allez facilement identifier, ce sont des attitudes inhabituelles des dirigeants que vous connaissez et des clients que vous avez. Donc, je vais dire plus d'appels ou des personnes qui se mettent à vous appeler un peu plus régulièrement, plus de questions un peu insistantes, au contraire, plus de son, plus d'images, et des personnes qui répondent plus du tout à vos sollicitations. Ça peut être des retards de paiement, ça peut être des réponses ou des non-réponses aux demandes de documents dont vous avez besoin pour pouvoir faire la comptabilité. Et puis, on va retrouver assez facilement des bizarreries de comportement, c'est-à-dire quand vous connaissez bien vos clients, celui qui n'est pas comme d'habitude, celui qui n'a pas la même humeur, celui qui ne répond pas avec autant peut-être de convivialité que ce que vous avez l'habitude d'avoir généralement, des petits troubles de l'humeur, ça c'est les premiers signes, l'agacement, donc des personnes qui vont être vraiment pas comme d'habitude. Et puis, plus le temps avance, et plus les messages deviennent un peu plus directs. Donc, vous l'avez évoqué, je pense que vous êtes souvent confrontés à des personnes qui, quand ils traversent des moments difficiles, les évoquent plus directement. Et je crois qu'il y avait 16 ou 17% d'entre vous qui avaient déjà été confrontés à des dirigeants qui verbalisent directement leurs idées noires. Alors, on pourra revenir sur ce webinaire sur la différence entre idées noires et idées suicidaires, parce que ce sont deux choses très différentes. Donc, les signaux qu'on va commencer à voir à ce moment-là, ça va être, et vous l'avez noté, du repli sur soi, mais de l'isolement. Donc, vraiment des gens qui se replient complètement, qui se renferment complètement, qui vont être débordés par des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, c'est des gens qui ont des moments très, très hauts et des moments très, très bas. Donc, ça peut être aussi bizarrement des comportements excessifs vers le haut et vers le bas. Donc, ça, c'est des indicateurs qui sont importants.
Et puis l'effondrement, mais ça passe par des pleurs, ça passe par de l'anxiété généralisée, des petits tremblements, de l'agressivité, de la tristesse. Et ça, c'est un bon indicateur aussi quand vous voyez au fond de leurs yeux ou quand vous entendez dans la conversation quelqu'un qui est complètement silencieux, qui est complètement comme s'il était vraiment assommé par de la fatigue. Et puis on va retrouver des choses, mais qui sont pour vous peut-être moins évidents à identifier, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, ça on peut le voir, mais des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des troubles de la relation, voilà, tout un tas de signaux qui sont malheureusement aussi très individuels. Donc c'est ça aussi la difficulté de repérer. Donc je dirais le premier message pour vous, la première attention sur ces signaux-là, ben, c'est ce que vous avez bien noté, c'est-à-dire ils se renferment, ils se replient sur eux-mêmes, ils ne sont pas comme d'habitude, ils ne répondent pas autant qu'avant à nos sollicitations. Et puis parfois ils deviennent un peu agressifs, un peu agacés, remettre en question un petit peu toutes les choses que l'on fait pour eux. Bon voilà, des choses que vous connaissez bien. Donc je dirais ça c'est la première chose. Et concernant les mots à dire ou à pas dire, on y reviendra certainement, mais pour moi le plus important c'est justement le fait d'être plus tranquille avec ça. C'est-à-dire il n'y a pas de risque à poser des questions sur une situation difficile, mais voyez bien quand on n'est pas expert de la santé mentale, on a tendance à ne pas trop oser poser des questions personnelles parce qu'on a peur d'être intrusif, on pense que ce n'est pas notre rôle, et je pense que beaucoup d'entre vous estimaient que ce n'est pas votre rôle, peut-être légitimement, hein, de poser des questions sur un état de santé psychologique qui vous paraît un peu affaibli. Et très souvent, dans vos postures professionnelles, ce qui nous empêche aussi de poser des questions plus précises, c'est qu'on a peur de la réponse et on a peur de ne pas être en capacité de pouvoir contenir ou de pouvoir répondre ou de pouvoir soutenir un client qui s'effondre complètement. Et ça, c'est la difficulté, mais on y reviendra sur les attitudes à avoir, peut-être des petits outils, des petites clés sur comment est-ce qu'on mène un entretien avec quelqu'un qui s'effondre et qui est en face de nous. Et je pense que souvent, c'est quand les clients que vous avez s'effondrent avec vous, vous passez du temps à essayer de les rassurer, vous essayez de faire en sorte qu'ils repartent un petit peu apaisés. Et ça, c'est difficile parce que ce sont des entretiens qui sont très éprouvants. Donc, même si je pense qu'une bonne partie d'entre vous, vous contenez ces émotions, et on a vu qu'aucun d'entre vous n'était en difficulté quant à la gestion des émotions. Donc, on verra aussi comment est-ce qu'on fait pour se protéger de tout ça. Et je pense que justement, dans nos attitudes, dans nos comportements, il y avait peut-être des petites choses à changer pour accepter aussi l'idée d'être touché émotionnellement par une situation difficile. C'est pas ça qui nous rend fragiles, c'est pas ça qui nous met en difficulté dans la relation, c'est pas ça qui modifie notre posture professionnelle, c'est au contraire quelque chose qui nous permet souvent de pouvoir justement se dire des choses et aider aussi un chef d'entreprise à expliquer ou exprimer ce qu'il ressent pour pouvoir ensuite, en fonction de ce que vous connaissez dans vos environnements professionnels ou sociaux, de pouvoir rapidement les envoyer vers un dispositif expert. Voilà les premières réponses peut-être par rapport aux questions que vous posiez. C'est difficile à repérer, mais en même temps, que ce soit pour nous en tant que professionnels et vous en tant qu'expert comptable ou que ce soit pour un dirigeant, on sait qu'il y a des freins à l'expression de ces émotions, de ces difficultés. Et peut-être le petit parallèle que je peux faire entre un chef d'entreprise et un sportif de haut niveau, puisque je m'occupe des rugbyman professionnels, c'est un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de parler de soi, quand on n'a pas envie de paraître faible auprès des autres, quand on a justement de la part des autres la représentation qu'un chef d'entreprise, ça doit faire face à toutes les tempêtes, résister à tout et trouver tout le temps des solutions, eh bien quand on est confronté à des choses difficiles, on continue à fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner, de manière solitaire. On n'en parle pas, on ne ramène pas ça à la maison. Et puis, on ne se confie pas non plus aux acteurs du monde économique dans lesquels on est, parce qu'on n'a justement pas envie de se reconnaître fragile ou d'être identifié comme étant fragile. Et puis, on n'a pas l'habitude de ressentir aussi ces émotions négatives. Donc, les premières fois qu'on y est confronté, l'angoisse ou l'anxiété d'une situation difficile, et Dieu sait si les entreprises aujourd'hui, les entrepreneurs rencontrent des moments très, très angoissants depuis quelques années, eh bien, ces émotions-là, on n'a pas la capacité ou l'habitude de les gérer. Et c'est peut-être un peu pareil pour vous, c'est-à-dire quand on n'a pas trop l'habitude d'être confronté à des choses difficiles, tant mieux, mais quand on y est confronté, on est aussi fébrile et on doit, peut-être par ce type de webinaire, accepter l'idée d'être un peu plus tranquille face à la souffrance d'un client parce qu'il n'y a pas de risque à poser des questions. Le seul risque, ce serait justement de ne pas oser poser des questions pour ne pas mesurer la difficulté dans laquelle ils sont et donc peut-être prendre encore un peu plus de temps pour les orienter très rapidement vers un dispositif qui pourrait les aider à résoudre les difficultés dans lesquelles ils sont.
Effectivement, le côté très rapide est important, hein, puisque une entreprise en difficulté qui est accompagnée dans les premiers temps a beaucoup plus de chances de survie que quand il est trop tard. Enfin, c'est une évidence, mais ça mérite quand même d'être rappelé sur le fait de pouvoir être là vraiment très en amont. Justement, sur ce sujet de la posture de l'expert comptable, on n'est clairement pas formé à cet accompagnement. On a parfois l'habitude ou le confort, j'en sais rien, de se retrancher derrière la technique, qui parfois peut-être nous conduit à être encore moins audible auprès de nos clients dans ces situations-là. Donc, sur cette posture de l'expert comptable, euh, moi j'aurais envie de vous demander comment adopter une posture d'écoute juste, alors sans empiéter bien évidemment sur votre domaine et sans dépasser notre rôle professionnel. Quels sont peut-être les éléments aussi qui permettent d'installer un vrai climat de confiance avec le dirigeant qui se retrouve dans ces situations-là? Et puis, on parlera peut-être aussi un peu plus précisément du client ou du dirigeant qui se retrouve vraiment dans le déni, qui minimise la gravité, qui est positif à outrance et pour qui on peut avoir parfois de la difficulté, une réelle difficulté à, à faire entendre raison ou accepter la situation. Alors déjà, pour vous répondre à votre question, ce que j'ai voulu faire il y a 13 ou 14 ans, c'est que confronté à des chefs d'entreprise qui traversaient des moments très difficiles, puis moi je suis un expert de la question du suicide, donc forcément j'étais surtout interpellé par l'expression beaucoup plus fréquente des idées suicidaires et malheureusement des décès par suicide de chefs d'entreprise qui traversaient des procédures collectives et pour une grande partie d'entre eux, la liquidation judiciaire et pour encore une grande partie de ceux qui se suicidaient à la suite d'une liquidation judiciaire, la liquidation judiciaire d'une entreprise familiale. Donc vraiment, l'attention que l'on devait porter à ce sujet-là, qui est un vrai sujet, parce que le suicide est une vraie réalité de santé publique en France, donc certaines professions sont plus exposées que d'autres. Et le postulat de départ que j'avais, c'était, et j'ai toujours défendu ça, l'idée que la prévention des risques en santé et donc de la prévention du suicide, c'est d'abord une affaire de proximité avant d'être une affaire de spécialiste. Et donc, je partais du principe que les acteurs du monde économique, qui, depuis la création d'une entreprise jusqu'à sa cession, sa liquidation ou sa transmission à des enfants ou à d'autres acteurs du monde économique, eh bien, les acteurs de ce monde économique étaient, par la proximité, par la connaissance qu'ils avaient du monde de l'entreprise, par l'attention particulière qu'ils avaient et les liens qu'ils ont avec ou leurs clients ou les acteurs potentiellement collègues ou pairs que l'on côtoie dans la vie quotidienne en tant qu'entrepreneur, étaient les plus essentiels à former pour pouvoir leur donner cette capacité et leur donner les outils et la légitimité de pouvoir avoir une posture différente. Voilà. Quand on est proche d'un chef d'entreprise, quand on connaît un client que l'on suit depuis longtemps, ou même les premières fois quand on est confronté à un client qui s'effondre assez rapidement alors qu'on ne connaît pas beaucoup, vous avez des clés par cette proximité-là et vous avez toute la légitimité de pouvoir en dire quelque chose. Mais la question la plus importante et qui nous freine beaucoup, c'est notre propre appréhension à risquer de dire des mauvaises choses ou à risquer d'accentuer la souffrance de quelqu'un et de dire des choses qui pourraient lui faire aller encore plus mal. Et là, vraiment, pour moi, ce qui est très évident, c'est que plus on est sincère, plus on est authentique, plus on est direct dans les questions que l'on pose et plus on a de réponses. Et vous voyez bien, la difficulté, c'est que je pense beaucoup d'entre vous, vous estimez que ce n'est pas votre rôle de poser des questions personnelles. C'est intrusif de poser des questions personnelles, c'est risqué de poser des questions à quelqu'un qu'on ne connaît pas trop ou que l'on connaît mais pour lequel on n'est pas forcément expert en santé, de dire mais à quel point vous souffrez. Et pourtant, je partais du postulat que c'était justement cette posture de l'expert comptable qui pouvait aller encore plus loin que ce qu'il fait aujourd'hui et être autorisé à poser des questions plus précises en se disant que ce n'est pas intrusif pour quelqu'un qui souffre que l'expert comptable lui demande, mais écoutez, ça c'est la question de la comptabilité, mais je m'inquiète pour vous parce que je vous trouve très fragile, ou j'ai l'impression que vous traversez, ou je sais que vous traversez un moment très difficile, et à quel point je m'inquiétais pour vous. Mais l'autre question, c'est que si on doit pouvoir faire ça,
ou si on pense que c'est la meilleure posture à avoir quand on est expert comptable, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, surtout quand on n'a rien à proposer. Et c'était aussi le deuxième postulat d'APESA, c'est de se dire qu'on doit pouvoir donner ces clés, ces outils de formation à des experts comptables. Et on a de plus en plus d'experts comptables depuis quelques années qui sont des sentinelles des dispositifs APESA, qui ont cette capacité de suivre cette formation et en même temps de pouvoir rapidement passer le relais. Parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est que si vous n'êtes pas en capacité rapidement de passer le relais, eh bien, je pense que c'est plus difficile de poser des questions et de mesurer la souffrance. Donc, je pense qu'on doit pouvoir vous donner des outils complémentaires pour vous permettre justement, dans certaines situations, et celles que vous évoquez tout à l'heure, quand un client s'effondre, quand un client est dans le déni, quand on sait qu'il traverse des moments très difficiles, quand on a compris par les chiffres que la situation de l'entreprise devenait très compliquée, on doit pouvoir poser des questions, mais si on pose des questions, il faut pouvoir rapidement passer le relais à un dispositif expert. Donc c'est ça aussi le rôle de la sentinelle d'APESA, c'est de pouvoir poser des questions plus précises, mesurer un petit peu plus vite le degré de souffrance de ces personnes-là, en étant un acteur du monde économique, et non, sans être un acteur professionnel de santé, mais de pouvoir passer le relais tout de suite. Donc c'est ça vraiment l'intérêt des échanges que l'on peut avoir et du développement de nos liens entre les structures qui sont ou en amont d'une liquidation judiciaire ou après une liquidation judiciaire pour accompagner vos clients, c'est justement d'avoir la possibilité beaucoup plus tôt de leur poser des questions sans avoir la peur de mal faire, parce que, encore une fois, quand on est bienveillant, quand on est authentique dans l'inquiétude que l'on peut porter aux autres, il n'y a pas de mots à dire ou à pas dire. La seule chose qui est importante, c'est est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? Et si je dois m'inquiéter pour vous, psychologiquement, parce que vous traversez des moments difficiles, à quel point je dois m'inquiéter pour vous? Et vous voyez bien que la difficulté, encore une fois, majeure, c'est que quand on n'a rien à proposer et quand on ne sait pas à qui s'adresser, c'est difficile de poser ces questions-là, ça nous envahit et on a peur, effectivement, de devoir porter ça pendant très très longtemps. Et c'est un peu ce qui, je pense, vous concerne quand vous êtes inquiet pour un client et que vous n'osez pas poser ces questions-là. Vous essayez de faire comme vous pouvez et certainement avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, mais en même temps, ça vous pèse et vous gardez ça avec vous pendant un certain temps jusqu'à ce que vous soyez un petit peu plus assuré que le client a passé ces moments compliqués. Voilà, quelques éléments de réponse. Et sur la posture ou sur peut-être les choses à avoir en tête, c'est que il faut vraiment que vous sortiez de l'idée que poser des questions personnelles quand on est inquiet pour quelqu'un, c'est intrusif ou ça sort de notre responsabilité. Parce qu'encore une fois, puisque vous êtes à proximité, vous êtes peut-être potentiellement les premiers à pouvoir justement mettre des mots sur des difficultés. Et bien souvent, ce que l'on fait face à ces difficultés, c'est qu'on a tendance à les banaliser quand on n'est pas un expert professionnel. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous, quand un dirigeant exprime ses difficultés ou son mal-être, la première des choses que vous avez tendance à faire, mais qui est classique, hein, c'est de banaliser en disant « mais non, vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez trouver des solutions, on va y réfléchir, vous n'êtes pas tout seul ». Et en fait, quand on fait ce genre de choses, et c'est ce que l'on fait aussi dans la vie personnelle, hein, quand on a un proche qui souffre, on a tendance à vouloir lui enlever sa souffrance parce qu'elle nous est insupportable. Et donc, on va essayer de banaliser en disant « mais t'inquiète pas, ça va passer, un perdu, 10 retrouvés ». Et quand on fait ça, au lieu de rendre cette souffrance légitime et de permettre à des gens qui souffrent d'accepter de souffrir, mais en étant sous l'attention particulière de quelqu'un de proche, on renforce la difficulté et on les fait encore plus souffrir. Et c'est ça le problème, c'est que quand on banalise, on ne rend pas la souffrance légitime. Donc la posture prioritaire à avoir quand quelqu'un de vos clients commence à traverser des moments difficiles, c'est d'accepter de lui dire vous traversez des moments difficiles, ou alors vous traversez des moments très difficiles, et c'est normal d'être triste, c'est normal de s'effondrer, parce que la situation que vous traversez est dure. Et vous voyez, très souvent, on a un sentiment qu'on ne peut pas dire ça parce que ça va appuyer sur la souffrance, mais je peux vous assurer que pour la personne qui souffre, c'est bien plus soutenant d'avoir un expert comptable qui lui dit c'est normal d'avoir des émotions qui débordent, c'est normal d'être dans le déni, c'est normal de ne pas vouloir reconnaître la réalité de la situation difficile de votre entreprise parce que vous y avez tout investi émotionnellement et professionnellement et financièrement. Et vous voyez que cette posture-là, pour moi, elle est prioritaire. Mais ce n'est pas celle qui est la plus facile parce qu'on s'inquiète et on a peur de mal faire. Donc voilà, premier conseil pour moi, vraiment très important, c'est n'ayez pas peur de ça. C'est mieux pour quelqu'un qui souffre d'avoir son expert comptable qui lui dit c'est normal de souffrir parce que vous traversez des moments difficiles. Et vous voyez bien que quand l'expert comptable est capable de dire ça,
eh bien, la personne en face, elle se sent considérée dans sa souffrance, et c'est pas pour ça qu'elle va que la souffrance va disparaître, mais en tout cas, elle se sent un peu plus considérée et elle est un peu plus attentive à l'attention que vous pouvez lui porter et éventuellement aussi aux questions que vous pouvez lui poser pour l'aider et vous aider à ce que la situation soit un petit peu plus claire. Ok, bon, bah écoutez, c'est très enrichissant parce que parfois, effectivement, alors moi je vais parler à titre personnel, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller sur ces sujets-là et on peut avoir cette impression d'accentuer le mal-être en posant Oui, mais ce ça, type de questions. c'est ce qu'il y a de plus fréquent. C'est-à-dire que vraiment, je pense que légitimement, la première réaction que l'on a, c'est ça, c'est de vouloir banaliser la souffrance avec l'idée qu'on va la réduire. Or, quand on banalise la souffrance, et si on se met à la place d'un dirigeant, et puis vous êtes tous dirigeants, cadres dirigeants, donc en fait, quand on vit un moment difficile et qu'on essaye d'expliquer ou d'exprimer à ceux qui nous sont proches nos difficultés, en fait, il n'y a rien de pire que le proche qui va nous dire, t'inquiète pas, ça va passer. Voilà. Et un proche, je ne sais pas, vos conjoints ou vos amis ou l'ordre auquel vous appartenez qui pourrait vous dire dans certaines difficultés, t'inquiète pas, ça va passer. En fait, on n'a pas envie de revenir lui expliquer qu'on va pas bien parce que la première fois qu'on lui a dit, qu'on a essayé d'exprimer nos difficultés, la personne à qui on s'est adressé nous a dit, t'inquiète pas, ça va passer. Donc, on a l'impression que non seulement elle ne mesure pas notre souffrance, mais éventuellement, elle s'en fiche. Alors que c'est tout le contraire, et c'est nos postures un peu fermées, mais nos mécanismes de défense aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez des mécanismes de défense, donc c'est vraiment des processus psychologiques qui sont faits, comme leur nom l'indique, pour nous défendre ou nous protéger de ne pas être envahis par des émotions qui, justement, nous feraient perdre nos moyens face à des situations difficiles. C'est que nous aussi, le dirigeant, il a des mécanismes de défense qui sont souvent le déni. Et le déni, rapidement pour vous expliquer, on fonctionne beaucoup avec ça. Le déni, c'est un mécanisme psychologique qui consiste à transformer une réalité difficile en quelque chose de surmontable, comme si ça n'existait pas. C'est ça le déni. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas une situation qui nous expose beaucoup, parce que si on devait la reconnaître, on s'effondrerait émotionnellement. Et pour ne pas s'effondrer émotionnellement, notre mécanisme psychique fait en sorte que ça n'existe pas. Et la posture de l'expert comptable, et c'est très souvent, je pense, ce qui nous arrive, ce qui vous arrive en tant qu'expert comptable, c'est quand on a quelqu'un qui est dans le déni, alors qu'on sait très bien qu'il traverse un moment très difficile, et on comprend l'urgence de prendre des décisions, de récupérer des documents, de pouvoir vraiment prendre la mesure de la situation difficile, on essaye de le convaincre qu'il se trompe et qu'il faut absolument qu'il réagisse. Et qu'est-ce que l'on fait quand on fait ça? On renforce le mécanisme du déni, puisque le déni est fait justement pour ne pas être envahi par la réalité d'une situation difficile. Et voyez bien la nécessité, quand vous avez un client qui est plutôt, et que vous identifiez comme étant dans le déni, il n'arrive pas à comprendre, il ne veut pas nous écouter, il ne veut pas nous entendre, il ne donne pas les éléments essentiels, on ne peut donc pas intervenir. Eh bien, la priorité, c'est d'accepter l'idée avec un peu de directivité, et je vais y revenir à cette directivité parce que c'est très important pour aider quelqu'un qui souffre d'être directif avec lui quand on est bienveillant. C'est pas ça qui va le mettre encore plus en difficulté, mais c'est souvent ce qui va aider quelqu'un qui souffre à accepter l'idée de se faire aider parce que tout seul, il n'y arrive pas. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que plus les gens sont fragiles, plus ils souffrent, moins ils ont de capacité de prendre des décisions pour eux-mêmes. Et je pense que ça, l'expérience de chacun ou chacune d'entre vous, quand on a vécu des moments difficiles, on se rend compte que quand on vit des moments difficiles, au début, on cherche rapidement des solutions, et puis on ne dort pas, et puis on s'inquiète, et puis on est envahi par des émotions qui débordent, et finalement, on est de moins en moins en capacité de prendre des décisions pour soi, parce qu'on est envahi par des émotions qui sont douloureuses. Et les émotions douloureuses, elles nous fatiguent, elles nous épuisent, elles nous coupent des autres, elles nous font nous replier sur nous-mêmes, elles ne nous font pas dormir, elles nous font arrêter de manger, elles nous font nous agacer. Et voyez bien que ce processus-là, de dégradation du sentiment de soi, eh bien, il est très, très différent en fonction des personnes. Et c'est ça l'intérêt dans vos postures de poser des questions précises, parce que quand vous êtes inquiet pour un de vos clients, la meilleure des choses et la plus simple des questions à poser, c'est encore une fois la plus directe, c'est est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? Mais encore une fois,
Et c'est l'intérêt justement de mieux connaître, et j'ai vu sur une des slides ce qui existe à proximité entre le CIP, APESA, ECTI, Recréer, le rebondisseur français, 60 000 rebonds, Second Souffle, toutes ces structures qui sont dédiées justement à l'accompagnement des difficultés des entreprises et des entrepreneurs qui peuvent être plus en lien, plus rapidement avec vous, mais que vous pourriez déclencher aussi un petit peu plus vite parce que à force de côtoyer des chefs d'entreprise, des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, je pense qu'effectivement, ils sont tous unanimement à se dire qu'on doit faire beaucoup plus de liens avec les experts comptables parce que vous avez beaucoup plus vite que la plupart des acteurs du monde économique les éléments d'inquiétude qui doivent permettre à un chef d'entreprise de venir beaucoup plus rapidement sous la protection de la justice ou vers un tribunal de commerce avec toute la difficulté que ça représente. Mais en même temps, je pense que aussi, un conseil pour vous, c'est, et j'ai vu dans ce que vous disiez, Monsieur Barrier, que ça faisait partie peut-être d'autres webinaires, de vous former encore plus sur la compréhension des procédures de traitement des difficultés des entreprises et des acteurs de ces procédures-là pour faciliter encore plus et beaucoup plus tôt le lien vers les tribunaux de commerce pour les clients qui sont les vôtres. Parce que c'est votre rôle et en même temps, mais on a vraiment besoin de vous et ils ont besoin de vous pour que vous soyez beaucoup plus tôt dans cette capacité à les accompagner. Ce n'est pas ça qui vous fait sortir de votre rôle. Et parfois, ça peut être aussi des questions peut-être de déontologie en se disant, mais est-ce que c'est vraiment mon rôle d'accompagner un dirigeant, d'aller vers un tribunal de commerce? Mais si on connaît mieux les procédures amiables, les procédures de sauvegarde d'une entreprise et la façon dont on peut peut-être préserver justement les entreprises en y allant un petit peu plus tôt, mais je pense que ça peut aussi vous permettre, vous, d'être plus satisfait de l'accompagnement que vous pouvez avoir aussi auprès de vos clients. Et puis, ben, la réalité, c'est d'avoir moins d'entreprises qui s'effondrent quand on est beaucoup plus tôt accompagné et qu'on peut peut-être collectivement résoudre un peu plus vite des difficultés qui n'aboutiraient peut-être pas ou beaucoup moins à la liquidation judiciaire. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Alors, je peux prendre le relais par rapport à la manière dont vous avez exprimé les choses, Jean-Luc, parce qu'effectivement, du côté de la vue du tribunal de commerce, du juge du tribunal de commerce, on voit lors des audiences des gens s'effondrer lorsqu'il s'agit de mettre leur société en liquidation ou même parfois de redressement. Il est clair que le dispositif APESA fonctionne parfaitement dans ce cas-là, parce qu'on peut apporter une réponse et assurer un soutien à ces personnes-là. Si on revient au rôle de l'expert comptable et des APESA locales, et d'APESA France aussi, je pense, dans APESA, notre priorité n'est pas d'avoir le maximum de gens qui sont en grande difficulté à prendre en charge, c'est au contraire. Hein. Et on a le souci d'éviter ces situations-là et de remonter le plus en amont dans la prévention. Si je m'intéresse maintenant à l'expert comptable, le rôle de l'expert comptable, il est sur le curseur qui démarre du conseil au départ, et puis un curseur qui va de plus en plus, quand les difficultés s'accroissent, vers la difficulté et puis le risque de dépôt de bilan et les difficultés psychologiques à assurer. La question, c'est comment, pour un expert comptable, arriver à expliquer, à être compris auprès de son client, qu'il va falloir qu'il arrête son activité en demandant une liquidation judiciaire ou qu'il aille vers un redressement. Et là, c'est une situation qui n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que d'un côté, assez souvent, l'expert comptable n'est pas payé. Il a parfois une difficulté pour exprimer les solutions techniques, mais en général, il y a une grande crédibilité pour trouver et connaître la solution vers laquelle il faut aller, mais difficulté pour convaincre. Donc, Jean-Luc, quel est votre point de vue sur la manière le comportement possible d'un expert comptable quand il est sur l'échelle du conseil qui se rapproche du risque? Ben, en fait, vraiment, tout à l'heure, je parlais de directivité, mais en fait, quand on est face à des gens qui sont fragiles et qu'on les connaisse très bien ou qu'on les connaisse un petit peu moins bien, j'ai l'impression que c'est même parfois encore plus difficile quand on les connaît très bien. Et pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez parfaitement bien vos clients. Je parlais de directivité, mais en fait, quand on est face à quelqu'un qui est ou dans le déni ou effondré émotionnellement, c'est la même clé dans la conduite d'entretien ou dans l'attitude que l'on peut porter à cette personne-là, c'est d'accepter l'idée qu'être directif, quand on est bienveillant, quand on souhaite justement que cette personne se fasse accompagner ou aille beaucoup plus vite vers des instances qui sont des instances qui font peur, hein, c'est justement d'être un peu plus directif. Voilà.
C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un, ça serait bien que vous alliez demander au tribunal de commerce une ouverture de procédure, si vous demandez à quelqu'un, je pense que ce serait une bonne idée de vous faire accompagner psychologiquement, quand les personnes sont vraiment pas bien, ça ne fonctionne pas, ça. Ce qui fonctionne, c'est voilà ce que vous allez faire. Vous allez, et je peux vous accompagner, demander une audience au tribunal de commerce, demander un entretien de prévention auprès d'un juge consulaire, c'est confidentiel, mais ça va vous permettre d'avoir un expert qui, en complément de tout ce que l'on peut faire nous, va vous donner un avis éclairé sur la situation. Et quand on pense que la personne doit vraiment faire quelque chose et qu'on sait qu'elle est en difficulté, eh bien, la directivité, elle est très importante. Mais il y a une différence entre directivité bienveillante et être autoritaire ou faire autorité de manière un peu trop dure, quoi. Donc ça veut dire que on peut rajouter, c'est parce que je m'inquiète pour vous que je pense essentiel aujourd'hui de vous faire accompagner et d'aller vers ce type de structure ou ce type de professionnel. Mais ce n'est pas évident parce que justement, on a peur, quand on est directif, que ça produise encore plus de mal-être. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y a peut-être. Oui, parfaitement, Jean-Luc, et c'est ce que l'on voit sur le terrain, ce que nous essayons de faire, les associations locales. On le fait notamment dans le département 49 avec Vivi Réseau, qui est un ensemble d'associations qui fonctionnent de manière informelle ensemble sur ce risque-là et l'approche prévention avec les chefs d'entreprise que l'on peut envoyer vers le GPA, groupement de prévention agréé. Et l'idée est, c'est vrai pour un expert comptable ou pour une sentinelle qui rencontre quelqu'un qui a des difficultés, l'idée est de dire, écoutez, on pense qu'effectivement, votre solution, la meilleure solution, c'est que vous alliez vers cette voie-là de dépôt de bilan ou liquidation, pour telle et telle raison technique, je ne rentre pas dans le détail, et vous pouvez valider ce que je vous recommande là. Écoutez, allez voir le groupement de prévention agréé. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont de l'expérience, qui vont vous donner un point de vue et vous verrez si vous pouvez valider cette démarche et confirmer que ce que je vous recommande là, c'est la moins mauvaise solution pour vous. Et on dit en même temps, nous sommes là pour vous aider. Vous verrez, je ne serai pas seul et vous aurez d'autres personnes qui vont vous aider. Et le chef d'entreprise en difficulté, même s'il ne l'exprime pas, très souvent a besoin qu'on lui prenne la main pour l'aider. Et en général, il l'apprécie. On s'occupe de vous. Et ça peut être effectivement très important pour un dirigeant d'entreprise d'entendre plusieurs fois et de personnes différentes la même chose. Et pour nous, experts comptables, ça peut être effectivement un relais, un appui important. Tu évoquais le GPA, il y a évidemment les CIP. Alors, en fonction des départements, hein, il y a une prédominance plus d'une structure par rapport à d'autres, le cas échéant, mais il y a une bienveillance commune qui fait que tout le monde a envie de travailler main dans la main justement pour intervenir le plus tôt possible. Et voilà, faut vraiment pas négliger ces appuis qui sont essentiels. Et je vous ai coupé. Non, pardon, non, c'était juste pour compléter, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour compléter ce que je disais, en fait, peut-être qu'en tant qu'expert comptable, ce qui peut être aussi intéressant, voire essentiel, c'est dès l'ouverture d'un contrat avec un client, évoquer aussi ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous le faites systématiquement les uns les autres, mais d'évoquer dans le premier lien que vous avez avec un chef d'entreprise, l'idée que vous pourrez éventuellement être là aussi au fur et à mesure de l'évolution, si l'entreprise, on espère jamais, mais traverse des moments difficiles. Parce que si dès le départ, on a cette posture-là en disant, mais voilà, dans le premier entretien, je ne sais pas si vous avez des choses qui sont assez classiques dans ce que vous en dites, mais de dire que l'expert comptable, c'est certainement quelqu'un qui va accompagner les comptes et l'entreprise dans son développement, dans voilà, la prévention des risques liés à la comptabilité, voilà, à tout ce qui est légitime et à faire en tant que déclaration, mais aussi là pour accompagner éventuellement le dirigeant et son client le plus rapidement possible, si un jour il y a des difficultés, vers les structures qui prennent en charge les difficultés pour essayer le plus vite possible d'en réduire les effets et peut-être de prévenir, quoi. Et je pense que si vous et si vous acceptez d'être aussi dans cette posture-là, dès le départ, ben, ça permet d'y revenir plus tard. Et la plupart du temps, quand
on annonce un petit peu le fait qu'on peut être aussi à cette place-là, même si ce n'est pas toujours simple et même si on espère ne jamais être dans cette posture-là dans votre activité professionnelle et dans le rôle que vous confie un de vos clients. Mais c'est plus facile pour le client d'arriver à en discuter avec son expert comptable si un jour ça arrive, et beaucoup plus tôt. Si on a entendu que l'expert comptable, il acceptait aussi dès le départ l'idée qu'on puisse aussi parler des difficultés, quoi. Et je me dis que ça, c'est peut-être un élément important à se dire. C'est que finalement, un expert comptable, il doit être là, évidemment, pour développer et accompagner l'entreprise et la sécuriser sur sa comptabilité, mais aussi d'être, parce que vous êtes dans la proximité, parce que vous avez justement accès aux chiffres, parce que vous avez cette capacité d'attention portée à vos clients, et cette empathie que vous avez, et en même temps cette capacité d'être acteur de prévention, de pouvoir aussi plus rapidement qu'on a l'habitude parler des difficultés et puis les orienter vers des structures. Encore faut-il que vous ayez une bonne connaissance en fonction de vos territoires de ces structures-là et de l'existence de ces réseaux et de la façon dont on fonctionne, parce que quand on connaît mieux aussi les associations ou les institutions qui peuvent être de bons recours pour vous dans certaines situations, c'est plus facile d'envoyer un client vers ces structures-là et de savoir comment ça fonctionne, quoi. Oui, cette cartographie régionale qui a été réalisée dernièrement. Donc, enfin, je renvoie tout le monde vers les break time où les coordonnées des différents participants intervenants de chaque structure sont mentionnées. Effectivement, c'est important et vous avez raison, évoquer d'emblée ce droit à l'échec. Alors, c'est vrai que c'est parfois un sujet tabou malgré tout, hein, mais évoquer d'emblée lors d'une création d'entreprise que potentiellement il peut y avoir aussi à un moment des zones de turbulence et que bah, on sera là aussi et qu'il faudra accepter qu'on se dise des choses, voilà, ça peut permettre d'anticiper la difficulté, effectivement. Vous avez déjà précisé certains points. Alors avec cette directivité bienveillante, alors le concept est facile à comprendre. Les mots sont peut-être parfois un peu plus compliqués à trouver. Donc même si vous avez déjà évoqué certains points, est-ce que vous pourriez peut-être préciser voilà, ce qui peut véritablement être aidant et ce qui, au contraire, est plutôt à proscrire, soit dans l'attitude, soit dans les mots, enfin les mots qui peuvent vraiment faire plus de mal que de bien dans ce type de Alors, situation. pour moi, c'est très clair et très évident. Il y a pas de mots dangereux. C'est très important à vous dire qu'il n'y a pas de mots dangereux, parce que si on commence à imaginer qu'il y a des mots qui potentiellement pourraient être à ne pas dire ou dangereux, systématiquement, quand on est un peu fébrile dans une situation difficile, c'est les mots les premiers qui vont sortir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment la première posture à avoir, et j'espère, pas forcément juste avec un webinaire d'une heure ou une heure et demie, vous convaincre, mais de la nécessité d'être plus tranquille avec ça. Vraiment, chacun d'entre vous, d'être plus calme et plus tranquille avec la question de la souffrance de l'autre, quoi. Que ce soit dans vos vies personnelles comme dans vos vies professionnelles, parce que la souffrance de l'autre, elle n'est pas dangereuse pour nous, elle est dangereuse pour eux, elle n'est pas dangereuse pour nous. Donc, notre posture, c'est être plus campé dans nos attitudes, d'être plus tranquille avec ça. Et donc, quand on est plus tranquille avec ça et qu'on accepte l'idée que de toute façon, dans une vie d'expert comptable, on va rencontrer beaucoup de situations de clients en difficulté et que bah, ça fait partie aussi du métier. Et c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous ce que vous aimez, d'être justement à proximité, de pouvoir trouver dans la relation des choses qui facilitent la bonne tenue des comptes et le bon lien avec eux et qui va permettre à une entreprise parfois de prendre des bonnes décisions avec vous et d'accepter les décisions que vous leur proposez d'avoir et de prendre. Donc voilà, premier conseil, c'est d'être plus calme et plus tranquille avec ça. Le deuxième conseil, c'est que quand on est face à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, la meilleure façon pour pouvoir mesurer le degré de difficulté, c'est de poser des questions précises. Et comme je vous le disais, il y a deux questions que je transmets systématiquement aux sentinelles, mais comme vous êtes des sentinelles sans forcément être affiliés
à APESA, et peut-être que ce webinaire donnera à beaucoup d'entre vous l'idée, peut-être, ou l'envie justement d'être formé, à aller un petit peu plus loin sur tout ça et à avoir la capacité d'être relié à une association APESA pour vous permettre un jour, si vous êtes en difficulté, de pouvoir rapidement envoyer un de vos clients sur ce dispositif. C'est de poser des questions précises. Et les deux questions, c'est est-ce que je dois m'inquiéter pour vous et à quel point je dois m'inquiéter pour vous. Et ça, on peut le rajouter presque systématiquement dans les entretiens quand on sait qu'un chef d'entreprise que l'on suit traverse des moments difficiles. Et vous avez souvent les premiers indicateurs. L'autre chose qui est très importante, c'est quand vous savez qu'un dirigeant et un de vos clients traversent des moments difficiles parce que vous avez des chiffres ou des éléments d'inquiétude, prenez l'initiative de l'appel. Voilà. N'attendez pas qu'ils viennent vous chercher, qu'ils viennent vous dire qu'ils sont en difficulté. Prenez l'initiative, appelez-les en leur disant, voilà, je sais qu'en ce moment où j'ai l'impression que vous traversez des moments difficiles, il faut qu'on se voit pour en parler parce que voilà, j'aimerais beaucoup mesurer la situation et qu'on en parle ensemble. Et puis quand vous êtes inquiet, la même chose, si vous êtes inquiet pour un de vos clients, plutôt qu'attendre encore une fois de voir comment ça va se passer, dites-lui et prenez la responsabilité de l'appeler régulièrement. Voilà, une fois par semaine, en disant voilà, je vais vous appeler une fois par semaine pendant les 15 jours ou 3 semaines qui viennent pour m'assurer qu'effectivement ça va bien déjà ou ça va pas trop mal et surtout de continuer à vous demander si je peux vous aider à prendre des décisions et éventuellement à vous orienter ou à vous aider à vous faire accompagner parce que vous traversez des moments compliqués. Donc, tout ce que vous pouvez faire vers eux, ce n'est pas dangereux, au contraire, ça nous aide d'abord, nous, en tant qu'experts comptables, en tout cas pour vous, à mesurer un petit peu plus les choses et à être aussi un peu plus tranquille avec ça et à faciliter le fait que l'un de vos clients qui traverse des moments difficiles va se sentir finalement accompagné par quelqu'un qui est là dans les moments qui vont bien, mais aussi potentiellement à la même place et avec aussi autant d'assurance dans les moments difficiles. Donc voilà, des postures qui sont très importantes. Et alors, dans le rugby, en fait, je fais la tournée des clubs et des professionnels avec un ancien joueur professionnel. Et lui, quand je parle, moi, de directivité bienveillante, il parle de l'amour ou de l'attention dure dont on a besoin quand on vit des moments difficiles. C'est-à-dire que les gens qui nous sont proches, les acteurs professionnels qui nous sont proches, s'ils sont un peu plus durs et exigeants avec nous dans les moments difficiles, ça nous aide à nous faire aider, alors que dans ces moments-là, on n'a qu'une envie, c'est de rester sous la couette, n'en parler à personne, de faire comme si ça n'existait pas, d'aller prendre des produits stupéfiants ou de l'alcool pour anesthésier un peu sa souffrance et finalement on creuse encore plus les difficultés. Mais c'est compliqué et en même temps, encore une fois, l'élément supplémentaire et que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous rapprocher de ces structures ou de ces associations qui peuvent, dans certaines situations, vraiment vous enlever une grosse épine du pied et faire en sorte que vos clients, quand ils commencent à traverser des moments difficiles, se fassent accompagner. APESA, par exemple, c'est très simple. C'est qu'à partir du moment où un expert comptable qui est sentinelle d'APESA rencontre un de ses clients en difficulté, qu'il commence à évoquer ce que vous disiez tout à l'heure sur le quiz, c'est-à-dire des idées noires ou une grosse fatigue ou des grosses difficultés, on doit pouvoir, en tant qu'expert comptable, lui dire voilà, voilà ce qu'on va faire. Si vous êtes d'accord, je transmets vos coordonnées à un dispositif complètement confidentiel. Un psychologue va vous rappeler. Il va avoir un premier entretien avec vous en toute confidentialité. Personne ne le saura, ça sera vous et lui. Et puis, à la suite de cet entretien, peut-être qu'il peut vous proposer, si vous êtes d'accord, de bénéficier de quelques consultations gratuites chez un psychologue à proximité de chez vous. Voilà ce qu'est APESA. Et voilà ce qui permet à un expert comptable qui traverse des moments, enfin qui est, d'abord, peut-être qui traverse des moments difficiles parce que on ne l'a pas évoqué, mais avec APESA, on a des conventions avec certains ordres d'experts comptables, notamment les experts comptables de la région parisienne. Et on a un dispositif d'alerte d'experts comptables pour des experts comptables. Et on a aussi une convention avec l'ordre, avec les commissaires aux comptes, pour pouvoir prendre en charge et accompagner psychologiquement des commissaires aux comptes ou des experts comptables qui traversent des moments difficiles. Donc, c'est une petite aparté, mais c'est très important parce que on est aussi là pour vous. Si un jour vous traversez des moments difficiles ou très compliqués, vous pourriez aussi bénéficier d'un soutien psychologique parce que quand on vit des moments difficiles, même si on est solide, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous aide à faire le tri un petit peu et à parler de tout ça. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé,
aller vers ces structures-là, parce que mener un entretien avec quelqu'un qui souffre, ça n'a rien à voir entre ne pas savoir à qui l'adresser, et donc on ne pose pas trop de questions, et souvent ça nous envahit parce qu'on prend toute cette souffrance, puis on a le sentiment de ne pas aller plus loin et de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas vouloir aller plus loin dans ce mal-être-là. Mais quand on est rattaché, par exemple, à APESA et qu'on est sentinelle d'APESA, ben on va mener le même type d'entretien, mais on va poser des questions plus précises, on va demander plus de détails sur la situation pour justement avoir des arguments pour le convaincre d'accepter très rapidement dans cet entretien-là de pouvoir bénéficier d'une alerte et d'être rappelé souvent dans les 2 heures par un psychologue. Voilà, peut-être c'est des choses complémentaires à avoir pour vous, mais c'est vrai que quand on est face à des clients en grande difficulté et qu'on a la possibilité d'aller plus loin en leur proposant d'être rappelé par un dispositif qui va être déclenché justement par l'expert comptable dans sa posture de sentinelle, ça peut vous permettre d'être plus tranquille aussi avec ces questions-là et surtout de passer le relais beaucoup plus vite à des experts qui vont, eux, permettre à vos clients d'aller raconter tout ça et de poser un petit peu leur fardeau et justement de revenir à un prochain entretien vers vous avec plus de capacité de prendre plus rapidement des décisions qui sont très importantes et que vous souhaitez qu'ils prennent pour eux sur la question comptable. Donc ça, c'est une réponse à apporter de manière évidente, mais sur le moment même, la notion de charge émotionnelle, à la fois Ouais. le client qui craque, à la fois voilà, comment ça se gère et comment ça se gère aussi pour le professionnel enfin, que nous sommes, parce que ben, on a bien vu que il y avait apparemment pas de difficulté à gérer ses propres émotions, puisqu'il y a eu voilà, aucune réponse sur ce point. Pour autant, on peut se retrouver impacté émotionnellement. Donc voilà, comment on peut gérer ces aspects-là, au-delà de dire, bah, Ouais. prenez rendez-vous avec quelqu'un qui va vous accompagner sur l'instant, comment on gère ça. Bah, de toute façon, a priori, une bonne partie d'entre vous n'êtes pas sentinelle d'APESA, donc on est bien obligé de composer différemment et dans un entretien et quand on est dans un bureau ou au téléphone avec quelqu'un qui souffre et un client qui exprime ses difficultés, on est bien obligé de faire avec. Donc, je dirais la posture, encore une fois, d'être plus tranquille avec ça et d'être empathique, de ne pas essayer de trouver des petites phrases qui rassurent, parce que c'est souvent ce qu'on a l'habitude de faire, encore une fois, ou de ne pas être trop dur dans ce que l'on peut dire de la situation, ne pas rendre la personne responsable de ce qui lui arrive dans ces moments-là. Mais parfois, c'est des attitudes aussi, c'est un regard plus attentif. On peut se rapprocher de lui ou d'elle parce que pour lui montrer l'attention qu'on lui porte, même si c'est pas évident, hein, quand je dis se rapprocher, c'est pas forcément physiquement, mais c'est un peu plus d'intensité dans l'engagement du regard, par exemple, parce que très souvent, quand on a quelqu'un qui exprime des difficultés, la première attitude que l'on a, c'est qu'on se met un petit peu en retrait comme ça parce que ben, on n'est pas là, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop comment gérer, on n'a pas souvent envie de gérer ça parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas du tout envie d'être dans cette posture-là, on ne se sent pas légitime. Donc très souvent, ce que ça induit, c'est plutôt un retrait ou une mise à distance et puis on paraît un peu mal à l'aise, alors qu'au contraire, dans ces moments-là, encore une fois, il faut, si on a un petit peu moins peur, être encore plus présent dans l'entretien, euh, reformuler parfois la situation en disant, mais si je comprends bien, là, vous exprimez des difficultés, vous avez l'air d'être débordé par des émotions. Donc, formuler ou restituer à la personne les choses que l'on voit d'elle, c'est aussi important. On peut, par exemple, dire, je vois que c'est difficile parce que vous avez l'air d'être débordé par beaucoup d'émotions. Ou on peut dire aussi, bah, la situation que vous m'évoquez me touche parce que je m'inquiète pour vous. C'est pas être intrusif ou c'est pas prendre la souffrance de l'autre, c'est au contraire rendre légitime ce moment-là et être plutôt un peu campé dans cette situation-là. Et puis derrière, malheureusement, on peut vous donner tous les conseils que l'on veut. Ben, il y aura dans ces situations-là, c'est souvent des choses qui nous surprennent aussi parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Et puis nos émotions, on les contient aussi. Donc je pense qu'effectivement, on est aussi dans l'idée que ben, on essaie de se convaincre qu'on est un peu solide face à ça, qu'on n'a pas trop d'émotions, qu'on gère bien nos propres émotions. Dans ces moments-là, souvent, on est effectivement ou dur dans l'attitude que l'on a, ou au contraire très présent, et puis souvent on s'effondre derrière. Et je me dis que quand on gère bien des situations comme ça nous éprouve quand même beaucoup, et derrière, c'est pas facile, donc on rentre, on a une fin de journée un peu difficile, on rentre chez soi un petit peu plus douloureux, parfois ça nous empêche de dormir,
Donc là, les petits conseils, c'est de faire des choses pour vous, c'est-à-dire de détourner votre attention d'une situation à forte capacité émotionnelle qui vous a touché, en allant marcher un quart d'heure en forêt ou à côté de chez vous, en faisant quelque chose qui vous convient, en détournant votre attention de cette situation-là, en parlant avec vos proches, ou voilà, d'essayer de digérer un petit peu ça en faisant quelque chose, parce que les émotions, c'est pareil. Moi, je suis un peu embêté à l'idée que vous soyez tous convaincus que vous gérez parfaitement ces émotions-là, ou vos émotions dans ces situations-là, mais malheureusement, on a l'habitude de gérer tout ça et de s'accommoder, et ça devient, c'est du stress, hein, ces situations-là. Mais comme on a l'habitude d'essayer de gérer ce stress-là, il devient chronique. Et quand ce stress devient chronique, on a l'impression de ne plus le subir, mais à l'intérieur, on le subit et ça continue à travailler. Donc le stress et les stratégies que l'on adopte au fur et à mesure de l'expérience de l'expert comptable pour gérer ces situations-là sans être touché émotionnellement, malheureusement, on est aussi un peu dans le déni, voire souvent dans le déni, et on attribue ça soit aux autres, soit on les garde pour soi. On a l'impression que ça se passe plutôt bien, et puis on ne fait pas le lien avec la mauvaise nuit qu'on va passer, on ne fait pas le lien avec les petits troubles de l'humeur que l'on a, le fait d'être un peu agacé par le bruit que font nos enfants le soir quand on rentre, justement ce soir-là, par le fait d'être un peu fatigué, de ne pas avoir envie de sortir alors qu'on avait un truc de prévu, ou d'aller faire une séance de sport alors que tous les soirs, ou ce soir-là, on avait l'habitude justement d'aller. Vous voyez, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va se replier sur nous-mêmes, on va se renfermer, et puis on va continuer à fonctionner un peu tout seul avec des mécanismes qui sont très évidents chez les dirigeants, mais qui sont les mêmes mécanismes que l'on peut avoir nous, parce qu'on a un peu ce même fonctionnement-là aussi. Et ce sont des mécanismes qui nous donnent l'illusion de nous protéger, mais qui finalement accumulent à l'intérieur de nous émotionnellement une charge mentale qui devient très importante et qui peut produire à moyen ou long terme, je dirais, des dommages physiologiques, hein. Ça veut dire du cholestérol, ça veut dire des plaquettes qui descendent, ça veut dire voilà, de la fatigue intense, ça veut dire voilà, des troubles de l'humeur sans forcément qu'on fasse le lien avec ces situations-là. Donc vraiment, le conseil aussi, c'est que vous puissiez l'exprimer, que vous puissiez vous libérer systématiquement dans des petits moments. Il y a des automassages aussi, il y a vraiment de la relaxation, de la méditation, des choses que vous pouvez faire pour vous. Après des moments comme ça, où vous avez été très mobilisé justement pour gérer ces émotions-là, de pouvoir aussi les libérer, parce que ça fait du bien d'accepter de libérer ses émotions dans des moments où, soit avec des professionnels, peut-être que certains d'entre vous avaient aussi cet espace-là régulièrement pour aller voir quelqu'un qui prend soin de vous, aller faire régulièrement, je sais pas, des massages ou des soins esthétiques, ou des choses où on s'occupe aussi un petit peu de vous, et où les émotions qu'on a accumulées, elles sont un petit peu évacuées par ces petits temps que l'on s'accorde, en ayant conscience qu'on a besoin d'évacuer régulièrement les émotions que l'on contient, mais qui travaillent de toute façon à l'intérieur sans forcément qu'on ait le sentiment d'être envahi par ces émotions-là dans les moments difficiles. Compléter. Juste témoigner que quand on est sentinelle à PESA, avec un peu d'expérience, avec la formation à PESA, on est tranquille sur le dispositif quand on le recommande parce que ça fonctionne. Donc je trouve ça rassurant parce qu'on peut apporter une réponse de soutien efficace. Et ça permet dans le réseau de sentinelles d'élargir ses capacités d'action en allant vers l'axe de la prévention, comme on disait tout à l'heure, vers d'autres associations, et puis de permettre aussi d'accompagner des personnes vers le rebond. On a parlé un peu de 60 000 rebonds. C'est-à-dire que le rôle de la sentinelle, maintenant qu'on sait qu'on peut être très efficace avec APESA, va s'élargir vers la prévention ou vers le soutien des personnes qui ont besoin de rebond. Et je trouve que c'est extrêmement agréable d'être capable d'apporter ces réponses-là à des personnes que l'on a au téléphone et qu'on pourra orienter vers l'un ou l'autre des dispositifs qui existent de toute façon dans tous les départements de la région. Là. Ouais. Alors, non, je voulais juste compléter par rapport à vos responsabilités professionnelles et au sentiment, je pense, partagé par beaucoup d'entre vous que vous n'avez pas à être empathique ou à être au soutien psychologique, mais en fait, vous faites du soutien psychologique et de la prévention tout le temps. C'est-à-dire qu'un expert comptable, c'est un préventeur par excellence. Même si on s'appuie sur des outils
qui sont effectivement des outils plutôt comptables. Mais en fait, dès le départ, dans la relation que vous construisez avec vos clients, vous êtes au soutien. Donc, on peut se dire ce qu'on veut. Un expert comptable, pour moi, c'est un soutien psychologique évident, essentiel, légitime des clients qui les accompagnent, avec un outil qui est la comptabilité et la question financière. Mais en fait, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous n'avez pas attendu qu'on échange sur ces sujets-là pour vous inquiéter pour certains de vos clients, les soutenir de temps en temps, les appeler un petit peu plus fréquemment, leur proposer de se voir plus régulièrement, les aider à réorganiser leur comptabilité parce qu'on trouve qu'effectivement, ça serait peut-être facilitant si on faisait comme ci ou comme ça. En fait, tout ça pour moi, avec vos outils d'experts comptables, c'est de la médiation et c'est de la prévention. Donc, la prévention, c'est aussi ça. Donc, j'aimerais bien que les experts comptables arrêtent de me dire ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas psychologue. En fait, ce n'est pas être psychologue que être attentif aux clients que vous avez. Ou alors, ben, effectivement, moi, je suis attentif aux gens qui viennent me voir, mais si vous, dans vos postures, vous n'accompagnez pas beaucoup plus vite des clients qui vont pas très bien ou qui traversent des moments difficiles vers d'autres experts qui pourraient justement compléter l'attention que vous leur portez, eh bien, nous, on verra trop tardivement vos clients. Et malheureusement, quand on voit un chef d'entreprise après une tentative de suicide, ben, qui a déjà des idées suicidaires, c'est beaucoup plus compliqué à accompagner que quand il commence à traverser des moments difficiles et qu'on arrive quand même à l'appeler en disant, voilà, votre expert comptable s'est inquiété pour vous, vous avez accepté qu'on s'appelle, quand est-ce qu'on se rencontre, quoi. Et ça aussi, ça renforce votre rôle parce que un de vos clients qui est accompagné vers un dispositif, quel qu'il soit, hein, vers le CIP ou vers APESA ou vers 60 000 rebonds ou vers Acti ou Recréer, bref, quelle que soit l'association qui porte le soutien en fonction des besoins, ben, je pense aussi que ça renforce votre rôle, votre posture et le lien que vous avez avec vos clients parce que ben, ils vont être reconnaissants, ils sont toujours reconnaissants de l'attention que vous leur portez. Mais encore une fois, je pense que vous n'avez pas attendu et j'en suis convaincu parce que je connais de mieux en mieux vos professions et je rencontre de plus en plus d'experts comptables. J'ai beaucoup de copains experts comptables. Vous n'avez pas attendu ce webinaire pour être attentif à vos clients. Donc, quand on est attentif à son client, on est déjà dans le soutien psychologique. Donc, arrêtez de dire qu'on n'est pas des psychologues, vous êtes des experts comptables, mais l'expert comptable, dans sa posture, dans sa proximité, dans les outils qu'il a, bah, il est aussi au soutien, quoi. Je- Très bien, merci beaucoup pour ce cri du cœur. Au moins, on va avoir une prise de conscience de l'intégralité de notre rôle. Avant de passer à une phase de conclusion et d'évoquer peut-être quelques questions, même si apparemment il n'y a pas beaucoup de sujets, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait une nuance entre les idées noires et les idées suicidaires. Ouais. Peut-être un petit point de précision sur Ouais. cette différence. Alors déjà, vous expliquez qu'en fait, la dégradation du sentiment de soi, c'est un processus. Donc, ce n'est pas un virus, c'est-à-dire que ça n'arrive pas tout d'un coup, on se lève le matin, puis on se dit, oh là là, j'ai des idées noires, j'ai des idées suicidaires. En fait, c'est un processus qui est souvent déclenché par une situation difficile. Et la situation difficile nous oblige à trouver des solutions pour résoudre le problème. Ce processus, la plupart du temps, on arrive à résoudre le problème. Donc, vos clients, comme vous-même, quand vous êtes confrontés à des choses difficiles, on essaye de trouver des solutions, et puis ça marche, et puis pendant un certain temps, la situation a été améliorée, et ça passe. Pour certains d'entre nous, la situation, elle ne va pas passer. Et pour certains de vos clients, les situations difficiles s'accumulent et puis ça devient de plus en plus compliqué. Et puis comme on a des mécanismes psychologiques qui nous font dénier la réalité, on va de plus en plus loin et puis on dort de moins en moins bien, puis on mange de moins en moins bien, puis on se coupe de tout ce qui nous fait du bien, parce que c'est ça aussi le principe de la dégradation du sentiment de soi et de ce mal-être, c'est que petit à petit, plus on souffre, moins on fait des choses qui nous font du bien. Donc, on ne va plus faire de sport, on ne va plus voir ses amis, on ne va plus aux réunions avec les gens qu'on apprécie parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous voient fatigués ou qu'ils nous voient en difficulté. On n'a pas envie d'aller voir des gens qui vont bien, donc on se coupe un petit peu de tout ça. On se sent fatigué psychologiquement, donc on se dit qu'on n'a pas d'énergie pour aller courir ou pour aller, je sais pas, accompagner ses enfants au sport le soir. Et donc, petit à petit, ce processus va se dégrader jusqu'à l'arrivée d'idées noires. Les idées noires, c'est tourner en boucle une situation difficile à laquelle on ne trouve pas d'issue.
Je vous donne une illustration des idées noires, c'est que vous pensez une situation, vous êtes dans un couloir, il y a 10 portes, et vous cherchez à ouvrir une de ces 10 portes et il n'y en a aucune qui s'ouvre. Donc vous tournez en boucle face à une situation difficile et vous avez le sentiment que vous avez tout essayé et que rien ne marche et qu'il n'y a aucune perspective. Mais ça, c'est l'idée noire. L'idée suicidaire, c'est le palier supplémentaire, c'est que vous êtes dans le même couloir, vous essayez 9 portes et il y en a une 10e qui s'en trouve. Et la 10e qui s'en trouve, c'est arrêter de souffrir. Et donc, vous voyez, la différence, c'est que idée noire, on n'a pas encore l'image que arrêter de souffrir, et éventuellement mourir, ça pourrait nous soulager. Idée suicidaire, c'est qu'on a entrouvert une perspective qui commence à faire du bien, et c'est ça aussi la difficulté du processus suicidaire, c'est qu'on a souffert depuis très très longtemps, on a eu des idées noires pendant très longtemps, et là, il y a une nouvelle perspective qui commence à nous faire du bien, c'est qu'éventuellement, tout ça, ça pourrait s'arrêter. Et là, ça devient une idée suicidaire, c'est-à-dire qu'on commence à imaginer comment tout ça pourrait s'arrêter, et à partir du moment où on imagine que la mort pourrait nous soulager, ou dormir profondément pourrait nous soulager complètement, on est passé à l'idée suicidaire. Voilà. Et l'idée suicidaire, le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est ce que j'appelle, dans pas mal d'articles, j'ai appelé ça le mécanisme de l'abandon, c'est-à-dire que pendant un certain temps, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu des moments comme ça, c'est-à-dire qu'on lutte, on lutte, on lutte, puis au bout d'un moment, on arrête de lutter parce que la souffrance, elle a pris toute la place, et c'est elle qui décide pour nous. Donc c'est ça la différence entre idée noire et idée suicidaire, c'est idée noire, on cherche encore des solutions, idée suicidaire, la souffrance choisit des solutions pour nous et va nous amener jusqu'à, évidemment, imaginer une stratégie ou un scénario qui va nous permettre d'arrêter de souffrir. Bien, très bien. En conclusion, bon, vous avez déjà évoqué un certain nombre de choses. S'il y avait eu une idée forte que vous souhaitiez que chaque personne qui participe à ce webinaire garde aujourd'hui et applique dès à présent, demain, quelle serait-elle? Ben, encore une fois, je vais revenir sur ce que je vous disais, qui est le plus essentiel pour moi, c'est que vous acceptiez l'idée d'être plus tranquille avec les situations difficiles. Voilà, de ne pas avoir peur d'être confronté à des choses difficiles. Ça fait pas mal, c'est pas risqué, au contraire, évidemment, ça nous éprouve beaucoup. Mais si on est un peu plus assuré dans ces situations-là, on sera moins impacté, y compris dans nos vies personnelles, hein, parce qu'on n'imagine pas effectivement à quel point on est touché par un souci avec un proche, un enfant, un parent en difficulté. Et là, on est encore plus en difficulté parce que ça nous impacte et on est complètement concerné parce qu'on est en lien affectif, émotionnel avec lui ou avec elle. Avec nos clients, on peut se dire ce qu'on veut, on est aussi attaché. Donc, même si ce n'est pas le même type d'attachement, et heureusement, ce n'est pas un attachement émotionnel fort ou d'amitié ou de relations amoureuses, mais c'est un attachement professionnel. Et l'attachement professionnel, il nous donne aussi la garantie ou le droit et la légitimité pour avoir une attention particulière dans les moments difficiles, mais être plus tranquille avec ça. Parce que, encore une fois, c'est souvent ce qui nous met en grande difficulté ou ce qui empêche un client de dire la vérité sur ce qu'il traverse. C'est que si vous êtes attaché à vos clients, vos clients, ils sont aussi attachés à leur expert comptable. Et donc, un client attaché à son expert comptable, quand il traverse des moments difficiles, pour protéger son expert comptable, il ne va pas tout lui raconter. C'est aussi ça le problème, c'est que beaucoup de ceux qui sont vos clients ne veulent pas vous raconter les situations trop difficiles parce que ils ont une attention qu'ils vous portent aussi et ils vous considèrent, ils ont de l'estime pour vous. Et donc, ça aussi, c'est un problème. C'est que quand on a de l'estime pour l'autre, on a du mal à lui raconter quand on va mal. Donc voilà, soyez plus tranquille avec ça. Et puis, appuyez-vous et allez vous intéresser. Et encore une fois, peut-être le dernier message, c'est accepter l'idée de devenir sentinelle de ces dispositifs parce que non seulement ça va vous donner des outils ou des clés supplémentaires, mais en même temps, au-delà de ça, ça peut vous permettre vraiment, dans des situations difficiles, d'avoir la possibilité tout de suite de passer le relais à un dispositif expert qui est opérationnel. Hein. APESA, c'est dans tous les départements des Pays de Loire. Donc, vous pouvez vous intéresser à toutes les associations APESA des départements sur lesquels vous intervenez. Et puis, encore une fois, je pense que plus vous allez vers ça, moins vous aurez de situations difficiles. Et ça, c'est l'expérience aussi que j'ai avec toutes les sentinelles que j'ai formées depuis des années, et quel que soit le dispositif de prévention, c'est que plus on a d'outils, moins on a besoin de s'en servir. Voilà. C'est peut-être la conclusion, c'est que si vous allez vers ces outils-là, vous aurez d'abord une meilleure connaissance de la façon dont ils fonctionnent et la possibilité de vous en servir si un jour vous avez besoin.
Et en même temps, je suis convaincu qu'un expert comptable qui est plus tranquille avec ces questions-là, eh bien, il aura moins souvent des clients qui iront beaucoup plus mal parce que vous allez désamorcer beaucoup plus vite, poser des questions peut-être un petit peu plus directes et donc beaucoup plus précocement que ce que vous faites peut-être aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez été très clair dans vos explications, que tout a été limpide puisque nous n'avons pas de questions. Alors, on peut se laisser voilà, quelques secondes pour, euh, pour, Ah oui, prendre le temps de poser des questions. ouais, je vais peut-être Oui. répondre aux deux, trois petites questions que je vois là. En fait, Ah, je vois. euh, Ça vient ah, d'arriver. Alors, moi, je ouais, vois rien. sur Excusez-moi. sur le chat, en fait, sur la question, est-ce qu'il faut impérativement être Sentinelle pour contacter Apesa? Oui, en fait, le dispositif Apesa, on n'a pas un numéro d'urgence, on n'a pas un numéro vert, ça ne passe que par des sentinelles. Donc, en fait, si vous n'êtes pas Sentinelle, vous ne pourrez pas, pour un de vos clients, lancer une alerte Apesa. Donc, c'est obligatoirement un passage par une sentinelle. Mais par contre, si vous avez un de vos clients qui est en difficulté et qui accepte l'idée de se faire aider par Apesa, vous pouvez aussi lui conseiller de contacter soit le référent de l'APESA local, soit le greffe du tribunal de commerce et demander à bénéficier d'une prise en charge APESA. Donc ça, c'est possible, mais ça ne passera forcément pour votre client que par la rencontre avec une sentinelle. Et puis l'autre question, comment contacter APESA? Ben, je crois qu'il y avait une slide, mais qui vous sera peut-être envoyée avec les coordonnées mail des référents des APESA voilà, des départements sur lesquels vous êtes. 44, c'est le tribunal de commerce, ça concerne les deux tribunaux, hein, Saint-Nazaire et Nantes. Et puis voilà, sur tous les départements des Pays de Loire, vous avez une APESA. Donc vous pouvez sur cette slide retrouver les mails des référents des APESA et les contacter et voir de quelle manière vous pouvez peut-être être un peu plus en lien avec eux. Oui, c'est facilement accessible et je me répète hein, dans les différents break time, que ce soit celui de l'automne, celui qui est en cours d'arriver là dans les cabinets, il y a l'ensemble de ces coordonnées, Et puis il y a un site aussi, que hein. ce soit. Voilà. Oui, il y a. On Donc, a, on a un site internet qui s'appelle, voilà, vous tapez APESA France, c'est souvent plutôt apesa-france.com. Vous avez un site internet qui vous redonne aussi une cartographie de toutes les APESA. Vous avez accès à pas mal d'articles aussi, de vidéos, voilà, qui vous expliquent un petit peu plus ce que l'on fait. Et encore une fois, vous dire que quand on a créé APESA, donc on l'a créé le premier à Saintes en Charente-Maritime en 2013, on est aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, sur 114 ou 115 tribunaux. On a formé plus de 7000 sentinelles, même si au début des APESA, on formait majoritairement des acteurs des procédures collectives, puisque la première APESA est née dans un tribunal de commerce à Saintes. On a de plus en plus, au fur et à mesure des années, étendu le dispositif à des acteurs du monde économique qui sont très en amont des procédures collectives. Et il y avait aussi, il y a aussi un sujet essentiel, c'est qu'un chef d'entreprise peut souffrir psychologiquement sans être en difficulté économique. Donc APESA, c'est un acronyme que j'ai inventé sur un coin de bureau, mais qui concerne l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, quelle que soit la raison de leur souffrance. Ça veut dire que, et c'est valable aussi, et je vous le répète pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, si un jour vous êtes en difficulté psychologique parce que vous traversez des moments très compliqués, eh bien, vous pouvez directement, même si ce n'est pas facile, nous appeler ou bénéficier évidemment aussi d'une prise en charge parce que c'est pour moi très très important. On ne peut pas être partenaire et avoir des webinaires comme ça et ne pas être votre soutien si un jour individuellement vous traversez des moments difficiles. Donc, même si aujourd'hui, c'est fait pour une attention particulière à vos clients. Mais si un jour l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a des difficultés, vous pouvez aussi compter sur nous. On vous accompagnera et on sera là à votre soutien, même si évidemment, je souhaite que ce soit le moins souvent possible. Mais voilà, sachez que ça existe aussi, qu'on peut vous faire bénéficier d'une prise en charge psychologique. C'est complètement confidentiel, personne ne le saura et ça peut vous permettre, dans certaines situations, d'aller poser un petit peu aussi quelques fardeaux dans un espace confidentiel. justement, Ouais, comment devient-on sentinelle? Ben, il faut se ouais. rapprocher de l'APESA du département sur lequel vous êtes et de demander à suivre une formation. Donc, sur tous les départements, il y a régulièrement des formations. Donc, elles sont soit en ligne, soit en présentiel. Mais voilà, vous vous rapprochez de l'APESA de votre département et vous dites que vous êtes expert comptable. Vous souhaitez suivre la prochaine formation sentinelle d'APESA. Et puis, vous allez effectivement être invité et suivre la formation. Et une fois que vous avez suivi la formation, c'est un petit module de 3 heures
quand vous avez émargé et que vous avez suivi le module, on vous ouvre un compte sur l'APESA local. Et donc, vous avez ensuite la possibilité de lancer des alertes quand vous êtes confronté à un chef d'entreprise en risque suicidaire et en grande souffrance. Très bien, merci. Merci pour tous vos commentaires. Je prends, c'est chouette si ça vous a intéressé. En tout cas, je suis ravi à chaque fois de partager et d'aider collectivement à une réflexion un peu plus étendue, un peu plus élargie sur ces sujets-là. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Pour rappel, il a été enregistré et sera disponible donc sur notre chaîne YouTube, plus sur le site internet. Donc voilà, en conclusion, je pense que les commentaires le soulignent, beaucoup d'informations qui permettent de corroborer la conviction que j'ai, hein, qu'au-delà de l'aspect chiffre et de l'aspect technique, on a vraiment un rôle à jouer vis-à-vis de nos clients qui, dans des situations plus compliquées, n'ont pas besoin simplement de cette technique, ils ont besoin de repères, de présence stable, de personnes qui savent dire les choses, alors, vous l'avez dit, qui ne banalisent pas les faits. C'est vraiment un point à éviter. Alors, nous ne sommes pas psychologues, mais plus exactement, je l'ai bien compris, pas totalement psychologues, puisque vous l'avez souligné, il fallait qu'on arrête de dire cela. On est bien souvent les personnes qui sommes dans les premières à comprendre ces difficultés. Donc voilà, soyons présents auprès de nos clients qui peuvent se retrancher derrière une forme de solitude, hein, la solitude du dirigeant. Donc il faut, comme ça a été évoqué, hein, écouter, trouver des mots, oser dire les choses, oser parler sans se sentir intrusif. Donc ça fait partie des choses qui sont significatives. Donc voilà, s'il doit rester quelque chose aujourd'hui, c'est que voilà, accompagner un dirigeant, c'est l'accompagner dans sa globalité, c'est ne pas apporter de jugement, savoir lui dire les choses avec lucidité, honnêteté. Donc, il faut qu'à un moment, notre humanité rejoigne notre technicité et pour un meilleur accompagnement de l'ensemble de nos clients. Rappelez aussi que, ça a déjà été dit, que on n'est pas seul pour pouvoir accompagner les dirigeants. Il y a beaucoup de structures qui existent. Ne pas hésiter à, à, à- à proposer, imposer peut-être que ces personnes rencontrent d'autres structures. Donc voilà, merci évidemment énormément à la fois à Jean-Michel Courtois et à Jean-Luc Douillard pour cette intervention éclairante sur beaucoup de points. Et puis, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous un accompagnement juste, exigeant et avec l'humanité, toute l'humanité qui vous caractérise. Bonne journée à tous et à une prochaine fois pour un autre webinaire. À bientôt. Merci beaucoup de l'invitation. À bientôt.